Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Lisanne Groux. Je suis la directrice de l'engagement et des relations avec les donateurs de l'EUCAN. Je suis très fébrile aujourd'hui. C'est notre première conférence et pour inaugurer cette série, on a pensé vous inviter, vous, les participants de nos différentes activités, vous qui vous êtes engagés à amasser des fonds, vous avez déployé de l'énergie pour différentes activités, que ce soit le défi ski, l'ultramarathon, le défi des tout-puissants, courir pour le camp. Donc, on vous a invité pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du bien que vous avez fait en participant à ces activités-là. On va vous partager aujourd'hui de l'information sur le service d'accompagnement et de sensibilisation scolaire. C'est un service qui est extrêmement, qui est méconnu, mais qui est extrêmement important dans la vie des familles. J'aimerais commencer peut-être en vous posant une petite question. À qui vous pensez que s'adresse ce service-là? Qui sont les bénéficiaires de ce service? Qui sont les personnes qui vont pouvoir, pour lesquelles ça va avoir un impact dans leur vie de pouvoir bénéficier du service? Donc, j'appellerais un premier sondage pour lequel qui est très facile à remplir. Donc, est-ce que ce service-là s'adresse à l'enfant atteint, à la fratrie, à l'équipe école ou aux écoliers sensibilisés? C'est un sondage c'est à choix multiple, donc ça peut être différentes personnes. Je vais vous laisser le temps de répondre à cette question-là. Et donc là, est-ce que tout le monde a eu le temps de participer? Donc, on va partager les résultats. Donc, effectivement, c'est un service bien sûr, qui s'adresse surtout à l'enfant atteint quand il retourne à l'école, mais aussi à sa fratrie, donc aux frères et sœurs. Ça aide l'équipe école à savoir comment travailler avec un enfant qui est atteint de cancer quand il revient à l'école. Mais ça s'applique aussi aux enfants qui sont sensibilisés, qui peuvent poser leurs questions et qui peuvent avoir plus d'informations là-dessus. Donc, je vous présente nos panélistes. On va entendre premièrement ma collègue, Christelle Robitaille-Heinz, qui est une conseillère service aux familles, qui fait elle-même aussi des sensibilisations scolaires. Et on va parler aussi on va avoir le témoignage d'Annie Dussault, une maman de l'EUCAN qui a un fils Phoenix qui a été diagnostiqué d'un méduloblastome et qui a profité du service de sensibilisation scolaire. Donc, je vais commencer par parler un petit peu avec Christelle. Donc, Christelle, tu vas bien? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Oui, on est un peu fébrile, mais on est content d'être là. Oui, oui, très contente. Parle-moi un petit peu du service de sensibilisation scolaire, comment ça se déploie dans les écoles, puis qu'est-ce qui te marque dans ce service-là? Oui, ben en fait, moi, je suis conseillère aux familles à l'UQAM depuis bientôt 3 ans. Mon rôle en tant que conseillère aux familles, c'est vraiment d'accompagner puis de soutenir les familles tout au long là, de leur parcours avec la maladie. Donc, rapidement après le diagnostic là, de cancer pédiatrique dans la famille, il y a une conseillère de l'UQAM qui s'implique là, dans toutes les régions là, du Québec pour prendre charge là, de cette famille-là, pour les accompagner puis les soutenir. Donc, pendant les traitements, mais aussi après les traitements, on peut demeurer impliqué pendant de nombreuses années auprès d'eux. Notre rôle aussi, c'est de nous assurer que nos familles ont accès à nos différents services parce qu'on offre une belle panoplie de services à l'UQAM. Donc, que ce soit de l'aide financière, de la massothérapie, de l'accompagnement en salle de jeu, des activités socio-récréatives et j'en passe, je n'ai pas le temps de toutes vous les mentionner aujourd'hui. Évidemment, on offre le service d'accompagnement et de sensibilisation en milieu scolaire là, pour nos familles. En gros, là, concrètement, ça veut dire qu'une conseillère de l'EUCAM
excusez-moi, peut se rendre là, dans une classe pour aller à la rencontre des camarades de classe, puis du personnel école aussi là, qui est impliqué dans la vie de l'enfant atteint, puis de sa fratrie, pour aller démystifier la maladie, pour répondre à leurs questions, pour les rassurer. On veut outiller le personnel de l'école, puis on veut vraiment sensibiliser les camarades de classe à la situation de l'enfant atteint, puis celle de sa fratrie. Il y a 3 grandes catégories de situations où le camp se rend surtout en classe pour donner ce service-là. Donc, premièrement, ce serait suite au diagnostic là, de cancer pédiatrique chez un enfant. On pourrait être appelé à se rendre dans la classe pour aller sensibiliser les jeunes à la situation. Donc, lorsqu'un diagnostic tombe là, de cancer pédiatrique, dans la plupart des cas, l'enfant va être retiré de la classe pour aller poursuivre des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, par exemple, immunothérapie, peut subir des chirurgies diverses aussi. Évidemment, vous comprendrez que la plupart de ces traitements-là auront pour cause d'affaiblir le système immunitaire chez l'enfant, ce qui rendrait impossible sa fréquentation de l'école en présentiel. Ce serait beaucoup trop risqué pour l'enfant d'être en présence de ses pairs. Et de toute façon, l'enfant est habituellement beaucoup trop faible pour être présent à l'école. La scolarisation va se poursuivre là, à l'extérieur de l'école, mais vraiment, là, dans les groupes classes, ce n'est pas possible à ce moment-là. Donc, le camp pourrait à ce moment-là aller s'impliquer dans la classe, aller à la rencontre des camarades, puis les rassurer. C'est très important à ce stade-là de leur offrir cet espace-là sécuritaire pour exprimer des fois leurs craintes, leurs angoisses vis-à-vis leurs camarades, mais ça peut être aussi vis-à-vis eux-mêmes. Ça peut déclencher plusieurs réactions quand on entend qu'un camarade est atteint. Donc, ce serait la première situation où on se rend dans la classe. Deuxièmement, on pourrait aller à l'école lors du retour de l'enfant atteint. En fait, il y a plusieurs enfants qui vont s'absenter pour de nombreux mois. En raison de leur traitement, des fois, ça peut durer même quelques années dans certains cas. Alors, quand ça fait un grand moment comme ça que les enfants ne sont pas allés à l'école, ils ont toutes sortes d'émotions. Ils sont fébriles, mais ils sont aussi souvent très anxieux face au retour à l'école. Donc, le camp peut aller les accompagner. Des fois, ça peut même être jour 1, première période lors du retour à l'école. On peut être là avec eux. Lors de leur retour en classe, souvent, leur apparence corporelle va avoir changé. Ça pourrait être en lien avec la perte de cheveux, par exemple, causée par les traitements. Ça pourrait être pour une prise ou une perte de poids. Il y a même des enfants qui vont subir une amputation parfois. Donc, c'est sûr que le regard des autres a un gros impact. On veut s'assurer que l'enfant ne sera pas victime d'intimidation à son retour à l'école. Et puis, qu'il n'y aura pas de jugement face à sa nouvelle apparence ou à des séquelles qui pourraient être là, pas nécessairement au niveau physique, mais qui pourraient être là, par exemple, au niveau psychologique, au niveau de l'apprentissage scolaire. Ça peut être plus difficile pour certains enfants là, après certains traitements. Donc, on y va à ce moment-là. Puis la troisième situation où on irait à l'école, ce serait pour soutenir la fratrie, donc de l'enfant atteint. Les frères et les sœurs, même si ce ne sont pas eux qui subissent les traitements en tant que tels, ils font partie de la famille, ils vivent par répercussion, par ricochet, un peu les mêmes effets que l'enfant atteint. Puis eux continuent d'aller à l'école, puis souvent, c'est eux qui sont bombardés de questions, alors que ce n'est pas toujours approprié. Donc, on peut aller prendre ce temps-là pour rencontrer les camarades, pour expliquer ce qu'il y en est, répondre aux questions de tout le monde, puis s'assurer que la fratrie, après, ne sera pas nécessairement toujours bombardée par ces questions-là, puis qu'elle aura eu cet espace-là sécurisant pour s'exprimer aussi. Donc, on n'arrive pas les mains vides quand on va dans les écoles. On utilise certains outils pour nous aider à aller à la rencontre des jeunes. Notre service d'accompagnement puis de sensibilisation en milieu scolaire, il est surtout donné chez les élèves du primaire. C'est en plus grande demande à cet âge-là. Les enfants sont souvent plus à l'aise de s'exprimer puis d'être mis de l'avant. C'est une source de fierté souvent pour eux de pouvoir prendre la parole puis qu'on parle d'eux, qu'on explique leur réalité. Alors qu'au secondaire, vous comprendrez que c'est un petit peu différent. Souvent, les adolescents à cet âge-là ne veulent tellement pas être mis de l'avant. Ils sont très, très conscients du regard des autres, puis souvent, ils préfèrent pas là, qu'on aille dans leur classe, mais on le fait au besoin quand même avec grand plaisir.
Alors, au primaire, pour les tout petits, on peut utiliser une histoire qui est l'histoire de Camille, une petite coccinelle qui tombe malade et qui a un cancer pédiatrique. Et donc, on peut faire la métaphore avec l'enfant dans la classe et la petite coccinelle. C'est une belle façon d'aller chercher l'attention puis la curiosité là, des petits. Au primaire, sinon, on a une grande affiche que vous avez vu passer dans les photos tout à l'heure qui illustre là, plusieurs facettes du cancer pédiatrique. Donc, que ce soit l'aspect médical, l'aspect un petit peu plus psychosocial, l'aspect de la famille, des relations d'amitié. Et puis, on peut utiliser ces images-là pour lancer une discussion. On reçoit vraiment toute une panoplie de questions très variées dans les classes et puis ça aide vraiment d'avoir ces images-là avec nous. Ça peut même être adapté en un genre de tour de magie là, qu'on peut faire avec les jeunes du primaire qui est souvent très apprécié aussi. Quand on va au secondaire, on utilise plutôt des extraits d'une série télé qui est passée sur uni.tv, qui est la série Jenny. Jenny, c'est une jeune adolescente de 13 ans qui a un diagnostic de cancer pédiatrique, une leucémie, et puis on la suit à travers un peu là, ses péripéties et puis son aventure avec la maladie. On peut utiliser des extraits de cette série-là pour aller chercher l'attention puis sensibiliser les jeunes adolescents à la situation de leurs camarades. Et puis, on a aussi une banque de témoignages d'adolescents qui peut être utilisée pour lancer des discussions. Donc, quand on va dans la classe, on veut vraiment que tout le monde participe le plus possible pour que ce soit vivant. Et c'est toujours très agréable d'être dans les classes avec les jeunes, d'entendre leurs questions, puis de voir ce qu'ils comprennent de tout ça. On reçoit, comme je vous disais, plusieurs questions très variées là, lors de nos interventions. Souvent, les questions vont toucher l'aspect corporel. Donc, la perte de cheveux, c'est une grande fascination. C'est très intriguant pour les camarades. Alors, on prend le temps d'expliquer que ce sont les traitements qui ont causé la perte de cheveux et que ce n'est pas le cancer lui-même qui a fait ça. Il y a des jeunes qui pensent que ça ne va jamais repousser. Alors, on prend le temps là, d'expliquer que oui, les cheveux vont éventuellement repousser dans la plupart des cas. Comme je vous disais tantôt, s'il y a des changements au niveau du poids, des marques visibles, par exemple, des cicatrices d'une chirurgie, on va avoir beaucoup de questions là-dessus. Puis, il y a souvent aussi la question de la fatalité que cette maladie-là peut causer dans certains cas. Il y a toujours un élève dans la classe qui a eu soit un grand-parent, un grand-oncle, une connaissance éloignée dans la famille qui a eu un cancer à l'âge adulte. Des fois, cette personne-là peut en être décédée. Alors, c'est une question qui sort à peu près dans tous les cas. Donc, on prend le temps de l'aborder avec le plus de délicatesse puis de finesse possible. Puis, il y a toujours aussi un travail préalable qui est fait avec les parents avant qu'on aille dans la classe pour savoir jusqu'à quel point l'enfant est au courant de sa situation, de ce qui peut arriver, pour justement qu'on ne soit pas pris de court devant tout le monde puis que ce soit bien fait. Avant de passer la parole à notre maman invitée, j'aimerais terminer avec un moment mémorable que j'ai vécu cette année lors d'une sensibilisation scolaire. En fait, c'était cet automne. J'étais dans une classe de première année d'un enfant atteint. L'enfant n'était pas là. Il avait eu son diagnostic là, au courant de l'été. Donc, à la rentrée scolaire, il n'avait pas pu être présent avec ses camarades de classe qui se posaient toutes sortes de questions. À cet âge-là, en première année, ils sont fantastiques, ils sont tellement sensibles, tellement attentifs à notre discours aussi. Ils ont toutes sortes de questions. Et là, je posais une question du genre, quand votre ami est à l'hôpital, c'est qui là qui est en train d'essayer très, très fort de le guérir, de le soigner, de le traiter? Comment ça se passe? Puis d'habitude, les enfants vont répondre, le médecin, les infirmières. C'est surtout là, dans le cercle du personnel médical. Et puis là, il y a une petite fille qui a levé sa main et je voyais dans son visage qu'elle avait une grande sensibilité, qu'elle était très touchée par la situation de son petit ami. Et puis, elle a dit vraiment, comme s'il n'y avait aucune autre réponse possible, c'est sa maman, la personne qui essaye le plus fort de le guérir. Et puis là, l'enseignante est devenue les yeux pleins d'eau. Moi aussi, j'ai eu un petit quelque chose dans la gorge. J'ai été vraiment surprise. Puis en même temps, c'est tellement une belle réponse.
Et puis, quand j'ai appelé la maman après la présentation, ce qu'on fait toujours pour leur laisser savoir comment ça s'est passé, eh bien, la maman a éclaté en sanglots. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Alors, le service, il profite vraiment à tout le monde, à l'enfant, aux camarades, au personnel, aux mamans, aux papas, aux frères, aux sœurs. Donc, c'est un service qui est extrêmement pertinent. Alors, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Puis avant de terminer cette première partie, j'aurais une deuxième question pour vous. J'aimerais vous sonder à mon tour. Je vais laisser le temps. Oui, alors voilà, vous voyez la question. Donc, pré-pandémie, combien de jeunes sont sensibilisés par année par le biais de notre service à l'UQAM? Donc, vous avez le choix environ 1000, environ 2500 ou environ 5000. Donc, on vous laisse le temps d'entrer vos réponses. Donc, ça, c'est le nombre total d'enfants là, qui vont être sensibilisés dans les écoles. On a mis notre statistique pré-pandémie parce que l'année dernière, avec la COVID, évidemment, on n'a pas pu donner le service autant qu'à notre habitude en raison des consignes sanitaires. Donc, je ne sais pas. Oui, OK. Alors, bravo, la majorité, vous l'avez eu, c'est environ 2500. Donc, ce n'est pas rien. Environ 2500 élèves là, dans la province qui sont sensibilisés là, au cancer pédiatrique par le biais de notre intervention dans les classes. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Maintenant, je voudrais accueillir notre maman le camp aujourd'hui, Annie Dussault. Bonjour, Annie. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben, merci Christelle. Je suis déjà très touchée juste de t'entendre raconter l'histoire de la petite fille avec sa réponse de la maman. Beau, hein? C'est beau, hein? Puis en tant que maman, ça vous touche particulièrement, c'est absolument, sûr. Absolument. Alors, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu le parcours de votre fils Phoenix là, avec la maladie, si vous permettez. Ben oui, je vais essayer de vous mettre en situation le mieux possible. Dans le fond, la pandémie commence, hein, comme tout le monde le sait, mars. Nous, on est arrêtés, on se retrouve à la maison. Phoenix va bien à ce moment-là. C'est plutôt à Pâques que tout ça commence. Phoenix se met à avoir des vomissements. On s'imagine que c'est une gastro. Le temps passe un peu. Après 2 semaines, il va pas mieux. On consulte plus, puis c'est ça. Le 12 mai, finalement, la nouvelle tombe. Je suis toute seule avec Phoenix à l'hôpital à Sherbrooke, puis il sort d'un IRM, puis les médecins viennent nous annoncer, à moi et à Phoenix, qu'il y a une tumeur dans son cerveau. Alors, c'est ça. Le premier moment difficile à traverser en tant que maman, tu sais, rester forte devant l'enfant. Tout ça. Après, tout se déroule vite. On est transféré à Montréal. Phoenix est opéré le 20 pour retirer la tumeur. À ce moment-là, on apprend que c'est un cancer assez agressif. Là, d'après le médecin qui l'a opéré, lui, il voit, là, il s'y connaît, puis il nous dit, ouais, c'est agressif. Les nouvelles, c'est ça. Au moins, les mauvaises nouvelles n'arrivent pas toutes la même journée. Après, ils ont analysé la masse. Ils se sont rendus compte que oui, effectivement, c'était un méduloblastome. Plus tard, on apprend que les traitements qui nous avaient comme informés qu'il y aurait, qui étaient comme 30 journées de radiothérapie, 4 mois de chimio, finalement, dû à l'analyse plus profonde de la masse, la tumeur. Tout ça s'est changé pour un 6 mois de chimiothérapie. Puis, en fait, j'ai appris par une dame au téléphone qui me cédulait un rendez-vous en chimio qu'en plus, quand il était à Montréal en radiothérapie, il devait recevoir 1 fois par semaine de la chimiothérapie. C'est tout des trucs difficiles à apprendre. C'était le début du parcours, ouais. Oui, et puis c'est ça, c'est un parcours très intense de ce que je comprends que vous avez vécu, beaucoup de traitements, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, ça fait des horaires très chargés, puis autant pour le jeune qui reçoit tout ça que pour les parents qui essayent d'accompagner, là, vraiment. Oui. Alors, de ce que je comprends, de ce que j'imagine, Phoenix a dû manquer de l'école pendant un bon bout de temps avec tout ça, là. Ouais, c'est ça, effectivement. En tout, il a été comme 17 mois sans se rendre physiquement à l'école. Fait qu'il n'a jamais terminé sa 4e année. La 5e année, en fait, les médecins à Montréal nous avaient conseillé de pas faire d'école du tout, de juste penser à guérir.
finalement, étant donné que mon fils, la seule inquiétude qu'il m'a nommée dans le parcours, c'était est-ce que je vais pouvoir être avec mes amis quand je vais retourner à l'école? Dû à cette inquiétude-là, moi, j'ai comme un peu forcé. Puis, grâce à la pandémie, tu sais, malgré que ça a été terrible de traverser ça pendant ce moment-là, ben oui, on avait droit à un prof là, à distance, 1 heure par jour. C'est sûr qu'il y a plein de journées que Phoenix n'avait pas l'énergie, puis on ne faisait pas d'école à chaque jour, mais on en a fait assez que, c'est ça, quand il est retourné à l'école, on se sentait rassuré, là. Puis rassuré aussi du fait que, oui, mon fils est très timide, puis il veut pas être différent, puis tout ça. Fait qu'il était très stressé de retourner à l'école. Des fois, il recevait des vidéos de ses amis. Il était content, mais il n'avait jamais le goût de répondre ou d'envoyer rien. Fait que c'est sûr que quand on a su, une journée, on était encore à l'hôpital en chimio, puis je pense que c'était Anne-Marie qui était passée, puis qui nous avait offert ce service-là, de pouvoir nous accompagner, accompagner Phoenix. Mais moi, c'était important pour moi d'être là aussi pour lui. Mais on était tellement contents de savoir que Leucan allait être là pour nous, pour réintégrer l'école. Oui, absolument. C'est ça. Donc, dans le cas de Phoenix, le service d'accompagnement puis de sensibilisation en milieu scolaire, il s'est donné vraiment à son retour en classe ou peut-être quelques jours, quelques semaines après son retour. Oui, exactement, exactement. Tout le monde retournait en classe le jeudi. Fait qu'on a attendu au lundi là, pour accueillir, là, c'est ça. Puis Phoenix, lui, tu sais, il voulait pas être mis de l'avant dans tout ça. Fait que heureusement, c'est ça. Anne-Marie avait pris la peine de demander, puis on était au clair ensemble avec ça. Fait que moi puis Phoenix, on était assis derrière, puis on était content de voir que les jeunes de sa classe participaient vraiment, s'intéressaient, posaient des questions. Je me sentais vraiment rassurée de laisser mon enfant à l'école là. Suite à tout ça, là, je savais que tout le monde avait compris qu'est-ce que Phoenix avait vécu, puis tout le monde allait en prendre soin. Là. J'étais rassurée de ça. Quand je suis sortie de la classe, là, ouais, vraiment. Qu'est-ce qui vous faisait peur surtout avant, là, bon, ça s'est bien passé, mais avant de retourner, c'était quoi surtout vos appréhensions, les vôtres, puis peut-être celles de votre fils aussi? Oui, ben c'est sûr que Phoenix physiquement, hein, comme tu le disais tantôt, oui, il avait changé. Tu sais, on est passé du petit gars blond aux cheveux longs à un petit gars plutôt pâle avec des petits cheveux bruns. C'est sûr que l'intimidation fait tout le temps peur aux parents. Tu dis, tu sais, tu veux pas qu'en plus d'avoir traversé tout ça, ça se passe pas bien pour lui. Fait que puis je voulais, tu sais, le connaissant avec son tempérament un peu anxieux, puis tout ça, je voulais qu'il soit le plus à l'aise possible. Fait que c'est sûr que d'être là, puis de pouvoir, lui, tu sais, de pouvoir tout entendre les questions, puis ouais, ça l'a vraiment, il était content. Ouais, il était soulagé. C'est ça. Puis, je vous dirais qu'il y a souvent des parents comme ça qui vont préférer être présents, comme vous l'avez été pour lui lors de ce service-là. Ils sont très curieux, ils veulent savoir c'est quoi les questions que les jeunes vont poser, ils veulent savoir ça va être quoi la réception de ça, comment il va être accueilli, être sûr que les gens vont être sensibles, justement, puis ouverts. Puis souvent, même quand le parent est là, je pense que ça peut juste aider encore plus. Quand on voit, là, quand les jeunes voient que le parent est là, le parent est impliqué, OK, je vais être encore plus attentif. Je veux vraiment que ça se passe bien, là. Il y a la maman, le papa. Donc, Phoenix était content que vous soyez à ses côtés, j'imagine, pour ce moment-là. Oui, oui, absolument, oui. En fait, même grâce à votre aide, Leucan, encore, merci. Ça a fait en sorte que moi, mon chômage proche aidant était terminé, mais tu sais, avec votre soutien, j'ai comme repoussé mon retour au travail pour être sûre de bien pouvoir réintégrer Phoenix puis être rassurée là, de tout ça avant de retourner, moi, travailler. Là, j'avais besoin que ma tête que ça soit clair avec ça. Là. Puis oui, c'est ça aussi ce que je voulais dire avec les questions qui s'est posées dans la classe. À la limite, juste pour une petite fille qui a posé la question si le cancer c'était contagieux, juste pour elle, c'était bénéfique d'être là, pauvre enfant. Là, je me disais, ça n'a pas de bon sens qu'elle puisse s'inquiéter de ça. Fait que ouais, il y a eu. Oui, excusez-moi, pour prendre la balle au bon, en fait, c'est ça, c'est que c'est une question qu'on aborde, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on s'assure de clarifier quand on est dans les classes parce qu'il y a beaucoup d'enfants, puis vous voyez, vous, Phoenix, c'était en 6e année, là?
Donc, on voit, on le clarifie en 6e année, on le clarifie au secondaire, on le clarifie chez les tout-petits. Puis, je vous dirais qu'en ce moment, avec la pandémie, il y a aussi beaucoup de confusion avec la COVID, le cancer pédiatrique. Là, il faut vraiment prendre le temps de clarifier tout ça. Il y en a vraiment qui mélangent les deux en ce moment. Donc, ils pensent que le cancer aussi, c'est une autre chose qu'on a attrapé dans la rue en toussant, qui se promène dans l'air. Donc, effectivement, juste pour aller aborder cette question-là. Puis, ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que tantôt, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on peut penser des fois que les enseignants pourraient faire ce bout de chemin-là, mais c'est un sujet qui est extrêmement délicat et sensible, le cancer pédiatrique. Puis, il ne faut pas oublier que les enseignants, dans leur vie personnelle, ont souvent été touchés par un proche, un ami, un parent. Puis souvent, se mettre dans leur... de faire ça pour eux, pour l'élève, c'est trop. Ils sont trop impliqués émotionnellement. Donc, c'est très utile d'avoir quelqu'un de l'extérieur dont c'est le travail qui va aller vraiment toucher à tous les aspects. Donc, est-ce qu'il y avait eu d'autres questions un peu étonnantes ou variées comme ça là, de la part des élèves? Oui, je vais y revenir, mais je vais juste continuer avec ton idée avec la prof parce que c'était les bulletins la semaine dernière, puis j'ai eu la prof au téléphone, puis je disais que j'allais être avec vous cette semaine, puis j'ai dit, y a-tu quelque chose que tu voudrais, puis elle recommande vraiment là, ce service-là à toutes les profs. Dans cette situation-là, les écoles, l'équipe école, tout ça, là, ça a été super bénéfique pour elle. Elle a même réutilisé les outils qu'Anne-Marie lui avait laissés, là, qu'on n'avait pas eu le temps de tout voir ensemble. Là. Elle a réutilisé ça plus tard. Ouais, elle était vraiment très contente que ça se soit bien passé, puis qu'on ait pu aussi nommer, là, comme tu dis, oui, il y a eu des questions, puis il y a eu aussi un moment où est-ce que moi, j'en ai profité pour demander aux élèves, parce que la journée d'avant, Phoenix avait eu un cours d'éducation physique. En général, pour lui, ça va bien, mais il reste des petites séquelles dans sa stabilité et tout ça. Fait que de se relever quand il est tombé, c'est difficile, quand il n'y a pas de point d'appui pour s'agripper. Fait qu'il m'avait dit que la journée d'avant, il était comme tombé. Il a eu de la misère à se relever, il est retombé, puis là, après, il a réussi à... Fait que là, j'ai comme demandé à ses amis dans la classe, à tout le monde, en fait, dans la classe, de... si jamais ils voyaient que Phoenix est tombé, qu'ils peuvent juste lui offrir la main pour l'aider à se relever, là. Fait que, ouais, c'est ça, ça m'a permis de me rassurer aussi par rapport à cet aspect-là, de l'avoir nommé, ça m'a soulagée. Mais oui, il y a eu des belles questions. Il y avait Anne-Marie qui expliquait que ça pouvait avoir eu des séquelles sur Phoenix au niveau, vu que c'était dans son cerveau, ça aurait pu avoir des séquelles sur son niveau académique puis tout ça. Puis il y a un jeune homme qui lève la main puis qui dit, en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas affecté Phoenix sur ses capacités académiques là, parce qu'il est encore le meilleur en mathématiques. Là. Il gagne toutes les espèces de compétitions de multiplication, tout ça. Fait que j'étais rassurée. Puis mon fils est tellement comme humble. Il m'avait pas raconté ça. Fait que j'étais contente d'être à l'école puis d'entendre que ça se passait bien. Là, ouais. C'est incroyable, hein, quand même. On pense qu'il a arrêté en 4e année à partir de mars avec la pandémie. Ouais. Rapidement après son diagnostic, les traitements se sont enchaînés. Un cancer situé au cerveau. Il a fait un peu d'école pour la 5e année à distance. Puis malgré ça, il retourne 1 an et quelques mois plus tard. Puis oui, c'est lui le meilleur. J'en reviens pas vraiment. Ouais. Vraiment, chapeau à lui. Puis on voit souvent ça, en fait, avec des jeunes qui ont été en traitement, qui ont été arrêtés. Ils prennent conscience de l'importance de l'école dans leur vie puis de tout ce que ça leur apporte avec les camarades, avec les liens avec les enseignants, avec l'adulte. Puis souvent, ils redoublent de motivation après quand ils vont mieux pour reprendre tout ça, pour continuer, ça les motive, puis ils sont tellement contents. Donc, peut-être que pour Phoenix, ça a donné un petit coup aussi de motivation. Sait-on jamais, là. Oui, bien, Phoenix, c'était déjà un enfant qui aimait beaucoup l'école. Il a trouvé ça très plate, l'école à distance. Fait qu'il était très content d'y retourner. Stressé, c'est ça, de revoir ses amis puis de répondre aux questions. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, avec l'aide d'Anne-Marie, les questions sont venues un petit peu à la fin, tu sais, ce qui n'avait pas été abordé comme il s'est fait demander est-ce que ça a fait mal, tu sais, d'avoir un cancer, tu
sais, entre autres. C'était une des questions. Aussi, les jeunes voulaient voir sa cicatrice, là. C'est sûr que, tu sais, comme cachée dans ses cheveux. Fait que, mais en général, ça avait vraiment bien répondu à tout. C'est sûr que ça a amené une discussion. J'avais pas vu ça venir nécessairement quand Anne-Marie m'avait demandé est-ce qu'il y a des choses que vous préférez qu'on parle pas, puis tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Les jeunes témoignaient que moi, mon grand-père, grade 4, blablabla, décédé. Puis on n'avait jamais abordé avec Phoenix, tu sais, le grade. Pour moi, c'était comme pas important qu'ils sachent à quel point c'était grave, tu sais. Il n'y avait pas besoin dans ma tête de savoir ça, tu sais. Puis c'est ça, là, finalement, je le voyais, tu sais, quand les autres parlaient de grade, puis grade 4, puis tout ça. Là, la question n'avait pas été posée pour lui, c'était parfait, mais je le voyais, mon fils, dans ses yeux, qui me regardait puis qui se disait, mais mon bout, moi, j'étais quoi, tu sais. Fait qu'on a ouvert la discussion après, puis c'est ça. C'est sûr que ben, c'était correct de lui révéler que c'était un grade 4 très grave, puis mais ouais. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, ça arrive parfois pendant les sensibilisations scolaires. C'est pour ça qu'on essaie de faire un travail préalable pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de surprises en raison des questions. C'est pas nous qui allons l'aborder nécessairement, mais il y a presque toujours une question qui est posée là-dessus. Puis en tant que parent, c'est sûr, vous voulez protéger vos enfants le plus possible. Donc, ils ont accès à l'information qu'on pense qui est pertinente pour eux. Mais le service, ben, des fois, permet d'aller plus loin aussi avec tout ça. Ça peut être une belle façon d'aborder d'autres aspects. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir partagé votre expérience avec nous. C'était très intéressant de vous écouter puis très touchant. Là-dessus, je repasserai la parole à Lisanne. Merci énormément, Christelle, de nous avoir démystifié le service. Un immense merci, Annie, pour le témoignage qui était vrai, authentique, qui nous a un petit peu donné une perspective de ce que ça veut dire pour un enfant, puis pour un parent d'entrevoir que son enfant retourne à l'école, qu'est-ce que ça veut dire là, dans une famille. Donc, c'était vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très touchant. Je voulais savoir si vous aviez des questions. On serait prête à peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a. Je vous invite à le faire dans le question, ça c'est Q&A, là, le Q&A de questions pour voir si jamais vous avez des questions, que ce soit à Christelle par rapport au service, à Annie par rapport à son expérience ou à moi, là. On est prête à vous répondre. J'en vois pas pour l'instant. Ça doit être parce que ça a été très clair et complet. Dans ce cas-là, c'est le mot de la fin. Nous, on avait vraiment un objectif de respecter notre temps puis pour s'assurer que tout le monde puisse avoir une heure du dîner là, où vous auriez la chance de faire ce que vous avez à faire pour manger, etc. Donc, j'ai une question. Avez-vous eu du feedback de la part des camarades ou de l'équipe école suite à la sensibilisation? Peut-être je donnerai la parole à Annie. Oui, c'est ça, absolument. Comme je disais tantôt, il y a la prof qui m'a témoigné à quel point ça a été intéressant puis aidant pour elle là, d'aborder ce sujet-là avec les camarades. Puis c'est ça. Je pense que tous les camarades étaient très contents. Phoenix était soulagé que, tu sais, il n'y aura pas à répondre à plein d'autres questions encore. Là. C'était comme on a tout réglé cette journée-là. Puis peut-être juste pour ajouter, quand j'ai parlé avec la prof, elle m'a témoigné qu'il y avait, parce qu'en 6e année, il y en a qui atteignent le 12 ans. Hein, fait qu'il y avait un petit gars qui vient d'une famille un peu anti-vaccin. Puis je ne vais pas partir de débat de société ici. Je veux juste dire que j'ai été touchée parce que la prof m'a témoigné que le petit garçon, lui, a dit moi, j'ai décidé d'aller me faire vacciner parce que je ne veux pas attraper la COVID, mais aussi parce que j'ai pensé à Phoenix. T'sais. Fait que j'ai trouvé ça très beau. Fait que là-dessus, je voudrais aussi prendre, étant donné que le micro est à moi, je veux vraiment vous remercier, le camp, dans toute votre grandeur. Je sais que c'est plein de divisions puis tout ça, mais pour tous les services qu'on a reçus. Encore samedi, mon fils était au Canadien de Montréal dans une loge à pouvoir profiter du match puis tout ça. Puis
tout ça, ça nous a tellement rendu la vie plus douce malgré c'est ça, les événements difficiles. Fait que merci vraiment aux donateurs aussi qui vous supportent, qui nous supportent par la bande. Hein. Fait que merci tout le monde pour tout ça. Et Annie, comment va Phoenix aujourd'hui? Oui, c'est ça, les bonnes nouvelles aussi. Phoenix va bien. La rémission a commencé depuis le mois de mars 2021. Il continue à avoir des examens aux 3 mois, des IRM pour s'assurer que tout est beau. Une fois sur deux, ils font juste le cerveau. L'autre fois, ils font tout le liquide céphalorachidien. Puis il y en a un qui s'en vient en décembre. C'est sûr que le stress remonte toujours un peu à l'avenue de ça. En même temps, c'est comme on est divisé, hein, on est stressé, puis en même temps, ça nous rassure. Fait que c'est comme un sentiment un peu mitigé. Mais pour l'instant, tout va bien, puis on est vraiment chanceux. C'est comme notre petit miracle ambulant. Ouais. Tant mieux, je suis contente pour vous. Oui, merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, ça terminerait la conférence. Je vous invite, si jamais vous avez des questions sur le service en particulier, d'aller sur le site de leucan.qc.ca. Il y a beaucoup d'informations sur le service d'accompagnement et sensibilisation en milieu scolaire, mais aussi sur les différents services de Leucan. Et de communiquer avec nous si jamais vous avez des questions. Vraiment, on est là pour vous expliquer un petit peu ce que ça donne pour des participants de faire des collectes de fonds. C'est à ça que ça sert. Ça sert à soutenir des familles comme la famille d'Annie et de Phoenix. Donc, là, je vois plein de commentaires pour vous remercier, Annie, de votre témoignage. Donc, c'est vraiment précieux pour nous que vous ayez pris le temps de venir témoigner de ça. Puis, je remercie aussi tous ceux qui sont en train de nous écouter. C'est très précieux pour nous que vous puissiez comprendre le bien que votre participation fait dans nos activités. Donc, c'est vraiment, on est très honorés que vous ayez pris le temps de nous écouter. Donc, sur ce, je vous remercie et puis on espère pouvoir vous revoir dans une autre conférence bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.